Afrique et ses histoires. Abonnez-vous! À travers la fumée et la vapeur s'élevant de son grill à charbon, Amaka agitait le feu à deux mains, son visage mouillé, ses doigts tachés de poivre et de suie. Elle était restée debout à côté de ce feu pendant 10 ans. Elle ne se plaignait jamais. Elle regardait juste la route comme une femme la regarde quand elle attend quelqu'un qui a cessé de rentrer à la maison. Puis les phares sont apparus. Un SUV noir, brillant et coûteux, s'arrêta de l'autre côté de la rue. La portière s'ouvrit. Un homme en descendit, vêtu d'un costume italien, les chaussures cirées malgré la pluie. C'était Inde, son mari, et à son bras une femme drapée d'or et de diamants, riant comme si le monde entier lui appartenait. Tinde traversa la route, glissa sa main dans sa veste et posa une enveloppe blanche sur la table de barbecue d'Amaka comme si c'était rien, comme si elle n'était rien. « Signe ceci, » dit-il. Amaka regarda vers le bas. Les papiers du divorce. Puis la femme à côté de lui la regarda de haut en bas et dit assez fort pour que tous les clients entendent. Les femmes pauvres ne devraient jamais se marier avec des hommes riches. Un téléphone apparut. Puis un autre. Les gens enregistraient. Et quelque part dans les ombres, une vieille femme assise tranquillement sur un petit tabouret sortit son téléphone et passa un appel. « C'est le moment », chuchota-t-elle. Ils ont finalement franchi la limite. Avant d'aller plus loin, faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant pour ne jamais manquer aucune de nos prochaines histoires. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé au coin de la rue Ayola, il faut revenir 12 ans en arrière, quand Inde n'avait rien. Pas de voiture, pas de costume, pas même un plan. Juste une chambre louée avec un ventilateur au plafond cassé et un rêve trop grand pour sa situation. Il a rencontré Amaka dans un atelier de mécanique routière à la périphérie de la ville. Elle avait amené la vieille Peugeot de son oncle et Tinde y était comme apprenti mécanicien. Trop fier pour admettre qu'il savait à peine ce qu'il faisait. Elle a tranquillement observé débrancher le mauvais fil puis le rebrancher correctement en prétendant chercher un outil. Elle a ri, non cruellement, mais chaleureusement, comme les gens rient quand ils trouvent quelqu'un de véritablement charmant. « Tu n'es pas aussi expérimenté que tu prétends l'être », lui dit-elle. Il la regarda embarrassé, prêt à argumenter, mais elle souriait. « C'est bon, » dit-elle. « Je ne suis pas aussi pauvre que je le parais non plus. » Il ne comprit pas ce qu'elle voulait dire ce jour-là. Il ne comprendrait pas pendant très longtemps. Ils ont commencé à parler. Puis ils ont commencé à se rencontrer pour du suya les vendredis soirs. Puis ils ont commencé à tomber amoureux à la façon dont les jeunes tombent amoureux sans réfléchir, complètement sans calculer le coup. Amaka était éduquée, brillante dans son silence avec un diplôme en économie dont elle ne parlait jamais. Tinde était ambitieux, passionné, bruyant avec ses rêves à la manière des gens qui n'ont pas encore appris que la vie peut vous décevoir. Elle croyait en lui avant qu'il n'ait quelque chose de valable en qui croire. Quand son apprentissage de mécanicien prit fin et qu'il voulut créer sa propre entreprise de pièces automobiles, c'est Amaka qui lui donna l'argent du démarrage. Elle lui dit que c'était ses économies. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Mais ce n'était pas non plus la vérité entière parce qu'Amaka avait accès à quelque chose dont elle n'avait jamais parlé à personne. Pas même à Tinde. Son père avait laissé derrière lui quelque chose. Quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à expliquer. Mais elle lui donna l'argent et l'entreprise de Tinde prit son premier souffle. Quand l'entreprise connut des difficultés la deuxième année et que Tinde voulut retourner à l'école pour un certificat en gestion d'entreprise pour développer l'entreprise correctement, c'est Amaka qui paya ses frais de scolarité. Elle vendit les boucles d'oreilles en or de sa mère décédée, un ensemble de bijoux et beaux lourds et faits à la main que sa mère avait portés à son propre mariage. Elle les tint dans sa paume longtemps avant de les vendre. Puis elle tendit à Tinde l'enveloppe d'argent et lui dit « Va et apprends tout ce qu'ils ont à t'enseigner. » Il lui tint le visage dans ses deux mains ce soir-là. « Je n'oublierai jamais ce que tu fais pour moi, » dit-il. « Jamais, Amaka. Je le jure. » Elle sourit et toucha sa main. « Reviens juste mieux, » dit-elle. « C'est tout ce que je veux. » C'étaient les années où l'amour semblait réel entre eux. Les années où Tinde lui apporterait une simple banane frite enveloppée dans du journal du marché parce qu'il savait qu'elle aimait les bords croustillants. Les années où elle attendrait à l'arrêt du bus sous la pluie pour lui donner l'argent du transport quand il ratait le dernier bus. Les années où ils partageaient une assiette de nourriture sans y penser parce qu'ils construisaient quelque chose ensemble et la construction elle-même était la joie. Elle a ouvert le stand de barbecue non pas par nécessité mais par stratégie. Cela lui donnait un revenu qui était visiblement le sien. Un revenu qu'elle pouvait expliquer. Un revenu qui gardait leur vie semblant ordinaire. Elle protégeait quelque chose, attendant le bon moment. Elle s'était fait une promesse concernant l'héritage, qu'elle ne toucherait pas au plein poids de celui-ci jusqu'à ce qu'elle soit certaine de la vie qu'elle voulait construire avec lui. Et elle pensait être certaine de Tinde. Elle a cuit dans la fumée et la pluie pendant des années. Ses mains se sont durcies. Ses poumons ont appris à vivre avec le charbon. Ses pieds connaissaient chaque fissure du béton autour de ce coin. Elle est devenue une partie de cette rue de la façon dont un arbre devient une partie d'une cour, lentement, tranquillement jusqu'à ce que les gens ne puissent pas imaginer l'endroit sans elle. Mais Tinde changeait. C'est arrivé de la façon dont la plupart des changements douloureux arrivent, graduellement, puis tout d'un coup. D'abord, c'étaient les nouveaux amis, des hommes de sa classe de gestion,
des hommes avec de grandes voitures et de plus grands titres, des hommes qui parlaient d'argent de la façon dont les affamés parlent de nourriture, constamment, avec faim, avec une sorte de désespoir déguisé en ambition. Il a commencé à s'habiller différemment, pas mal, mieux, mais quelque chose a changé dans la façon dont il se portait. Il a commencé à se tenir plus droit autour de certaines personnes et à se faire plus petit autour d'autres. Et Amaka, avec son tablier tacheté de poivre et ses vêtements enfumés, a commencé à entrer dans la catégorie des gens autour desquels il se faisait plus petit. Il a arrêté de manger sa nourriture. Ça commençait petit. J'ai déjà mangé, disait-il. Ou j'ai déjeuné tard au bureau, mais elle a remarqué qu'il mangeait volontiers et avec enthousiasme dans les restaurants et au dîner. C'était sa nourriture spécifiquement qu'il avait arrêté de vouloir. Il ignorait ses appels pendant les heures de travail, puis pendant les soirées, puis presque entièrement. Quand elle l'a confronté gentiment à ce sujet, il disait « Tu sais comme le travail est exigeant. Dois-tu toujours ajouter de la pression ?» Elle se taisait. Ce n'était pas une femme qui levait la voix facilement. Puis un samedi matin, elle s'est présentée à son bureau pour le surprendre avec le déjeuner, du riz jollof et de la banane frite emballée soigneusement dans un récipient en aluminium. Encore chaud, elle entra dans la réception et dit à la jeune femme à la réception qu'elle était son épouse. La réceptionniste la regarda un moment de trop. « Son épouse ?» répéta la fille. « Oui » dit Amaka simplement. La fille a décroché le téléphone, a murmuré quelque chose, et puis Tinde est apparue à la porte du couloir. Quand il vit Amaka debout là dans ses vêtements de tous les jours, le déjeuner à la main, entourée de ses collègues en costume, quelque chose a traversé son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Honte. Marcha-t-il rapidement dehors. « Pourquoi es-tu venu ici ?» dit-il, sa voix basse et serrée. Elle tendit le récipient de nourriture. « J'ai fait le déjeuner pour. Je t'ai dit de ne pas venir à mon bureau. » Elle cligna des yeux. « Tu n'as jamais dit ça. Je le dis maintenant. » Il jeta un coup d'œil à travers les portes vitrées. « Tu m'embarrasses devant des gens importants. Amaka, tu ne comprends pas le monde dans lequel je fonctionne maintenant. » Elle resta très immobile. Le récipient de déjeuner était chaud dans ses mains. Elle s'était levée tôt pour le faire. « Je t'embarrasse, » dit-elle lentement. Ce n'était pas une question. Il ne répondit pas. Il prit la nourriture de ses mains, se tourna, et retourna à l'intérieur. Elle se tint sur ce trottoir longtemps après qu'il eut disparu. Puis elle retourna à l'arrêt du bus, monta dans le bus, revint à son stand, et alluma le charbon pour le quart du soir. Elle ne le dit à personne. C'était sa façon de faire. Elle portait les choses en privé, comme son grand-père lui avait appris, avec immobilité, avec patience, avec la connaissance que le temps révèle ce que l'urgence ne peut pas. Mais à l'intérieur quelque chose se brisait tranquillement. Il y a une solitude particulière qui vient quand la personne qui vous voyait le plus clairement commence à regarder à travers vous. Quand ses yeux cessent d'atterrir sur votre visage, quand votre voix devient du bruit de fond dans une vie qu'il redessine autour d'autres personnes. Amaka connaissait cette solitude maintenant. Elle y vivait tous les jours. Elle a commencé à remarquer les signes qu'elle avait été trop loyale pour nommer avant. Il rentrait tard les nuits. Il disait qu'il avait des réunions, mais elle pouvait sentir un parfum différent sur son col. Pas le sien, rien qu'elle ne possédait. Il souriait à son téléphone avec une facilité qui n'apportait plus à leur conversation. Il a réservé un voyage d'affaires à Abuja pour 4 jours, mais elle a découvert par un ami commun qu'il était revenu après 2. Elle ne dit rien. Elle observa. Elle attendit. Mama Bézi observait aussi. La vieille femme venait au coin de la rue Ayola depuis avant qu'Amaka n'ouvre son stand. Elle vendait du maïs rôti à partir d'un petit tambour en métal, et elle s'asseyait sur son petit tabouret en bois pendant des heures, parlant rarement, observant toujours. La plupart des gens supposaient que c'était simplement une vieille femme du marché passant ses journées. Les enfants lui achetaient du maïs. Les adultes la saluaient en passant. Personne ne la regardait trop attentivement, mais Amaka avait toujours senti quelque chose de différent chez Mama Bézi, quelque chose de prudent et délibéré derrière ses yeux tranquilles, quelque chose qui en savait plus que ce qu'il disait. Un soir quand la rue était presque vide, Mama Bézi marcha lentement vers le stand d'Amaka et s'assit en face d'elle. « Ton mari, » dit la vieille femme sans préambule, « marche vers le bord de quelque chose. » Amaka la regarda. « Que veux-tu dire ?» La femme qu'il suit. Mama Bézi tourna lentement son maïs au-dessus de la flamme. Sa richesse est de la fumée. Cela ressemble au feu de loin, mais il n'y a rien qui brûle à l'intérieur. Amaka fut tranquille un moment. « Tu sais d'elle ?» La vieille femme sourit, un petit sourire profond. « Je sais beaucoup de choses, ma fille. J'observe la ville depuis très longtemps. » Elle ne dit rien de plus cette nuit-là. Mais elle laissa Amaka avec un sentiment qu'elle ne pouvait pas nommer. Quelque chose entre l'avertissement et la réassurance, comme si on lui disait que la tempête arrivait, mais aussi qu'on lui disait que la maison est plus forte qu'elle ne le paraît. Vanessa était entrée dans la vie de Tinde par une conférence commerciale 8 mois plus tôt. Elle était tout ce qui était conçu pour impressionner les hommes qui avaient récemment découvert l'argent. Belle, polie, confiante, entourée à tout moment par l'apparence d'une richesse énorme. Elle conduisait une Mercedes G-Wagon, portait du designer pour tout, parlait d'investissement et d'immobilier avec une autorité qui faisait que les gens se penchaient en avant. Ce que personne ne pouvait voir était la dette assise en dessous de tout cela. La voiture était louée,
Les bijoux, certains d'entre eux empruntés, certains d'entre eux de la costume. Son entreprise, une boutique de firme d'investissement avec un logo élégant et un nom qui sonnait impressionnant, survivait sur du temps emprunté et de l'argent emprunté. Elle avait besoin d'un partenaire avec de l'argent réel, des actifs réels, une stabilité réelle. Et quand elle a rencontré Tind avec son entreprise de pièces automobiles en croissance et son discours confiant d'expansion, elle a vu exactement ce qu'elle cherchait. Elle a poursuivi avec une précision qui lui semblait être de la passion. Il a confondu la faim avec l'amour. Et ainsi Vanessa a planifié l'humiliation sur la rue Ayola délibérément. Elle avait convaincu Tind que la meilleure façon de faire une rupture propre était une rupture publique, que cela empêcherait Amaka de rendre les choses compliquées. Ce qu'elle faisait vraiment était d'établir la domination. Elle voulait que ce soit documenté. Elle voulait que les gens voient. Elle voulait que l'image d'Amaka, mouillée, enfumée, routière, soit fixée de manière permanente en contraste avec elle-même. Ce ni l'un ni l'autre ne pouvait avoir su, c'est que Mama Bézi avait enregistré à partir du moment où le SUV s'arrêta et que l'appel qu'elle fit après était un numéro que très peu de gens avaient. Si vous regardez toujours jusqu'à maintenant, tapez « Je suis toujours là » dans la section des commentaires. Cette histoire ne fait que commencer. La vidéo s'est propagée rapidement, pas de la façon que Vanessa l'avait envisagée. Elle avait imaginé qu'elle circulait comme une histoire prudente sur les mariages mal assortis, une histoire qui rendrait Amaka petite et Tind décisif. Mais Internet a sa propre intelligence émotionnelle. Et ce que les gens ont vu quand ils ont regardé ce clip n'était pas ce que Vanessa avait mis en scène. Ils ont vu une femme dans un tablier mouillé dont les mains étaient encore couvertes de charbon. Ils ont vu un homme laisser tomber des papiers légaux sur une table de nourriture comme des ordures. Ils ont vu une femme en diamant dire bruyamment que les femmes pauvres ne devraient pas se marier avec des hommes riches. Et ils ont vu le visage d'Amaka, non pas s'effondrant, non pas criant, non pas mendiant, juste immobile, juste le supportant. Les sections de commentaires ont éclaté. Cet homme a oublié d'où il venait. La femme n'a même pas pleuré. Elle est plus forte que moi. Ce parfum de cette femme riche ne peut pas couvrir sa laideur. En 48 heures, la vidéo avait des centaines de milliers de vues. Les journalistes appelaient. Les stations de radio en discutaient. Le nom Amaka devint un titre. Toujours comme une victime, toujours comme la femme qui restait debout sous la pluie. Mais Amaka ne regardait rien de tout cela. Elle avait des problèmes plus importants. Les clients ont arrêté de venir. Ce n'était pas de la malveillance. C'était du malaise. Les gens ne savaient pas comment la regarder plus. Ils sentaient sa douleur et ne voulaient pas rester avec elle. Certains restaient à l'écart par pitié, ce qui semblait pire que d'être ignoré. Le stand qui avait autrefois été plein à 18 heures était maintenant presque vide à 20 heures. Elle s'asseyait seule à côté du grill refroidissant, regardant fixement le poulet qu'elle avait cuit pour des clients qui ne sont pas venus. La nuit, seule dans une maison qui sentait encore la vie qu'elle avait l'habitude d'avoir, elle essayait de ne pas penser. Elle réorganisa la cuisine. Elle nettoya ce qui était déjà propre. Elle s'assit au bord du lit et regarda le mur. Un soir, elle conduisit au cimetière. Elle s'assit à côté de la tombe de sa mère longtemps dans le silence. Les insectes du soir chantaient autour d'elle. Une bougie qu'elle avait apportée brûlait sans vent pour la déranger. « J'ai tout lui donné », dit-elle tranquillement. « Tout ce que j'avais, tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai construit, je l'ai versé en lui. » Et il a regardé tout cela et a décidé que ce n'était pas assez. Elle pressa sa paume à plat contre l'herbe. « Était-ce moi, maman? Ai-je aimé mal? Ai-je mal choisi? Dis-moi. Parce que je suis assis ici et je ne peux pas comprendre où j'ai fait l'erreur. » La tombe ne dit rien. La bougie brûlait. « J'ai donné tes boucles d'oreilles. » Sa voix se brisa alors, juste brièvement, juste au bord. « J'ai vendu tes boucles d'oreilles pour lui. » Et il s'est tenu devant ses collègues et m'a regardé comme si j'étais quelque chose d'embarrassant. Elle s'essuya rapidement le visage. « J'ai juste besoin de savoir que ce n'était pas mon amour qui était le problème. Parce que mon amour était réel. Quoi qu'il en soit d'autre, mon amour était réel. » Elle s'assit là jusqu'à ce que la bougie soit faible. Puis elle se leva, lissa ses vêtements, et conduisit à la maison. Tind, pendant ce temps, découvrait des choses sur Vanessa que son engouement avait aveuglé. Ça commençait par de petites incohérences. Un appel téléphonique dont elle s'éloignait pour prendre. Voix baissant, visage serré quand elle revint. Une réunion qu'elle disait être avec des investisseurs qui a duré 4 heures et n'a produit rien sur lequel elle puisse pointer. Il a demandé nonchalamment à propos du portefeuille de son entreprise, et les réponses étaient bizarrement vagues pour une femme qui parlait habituellement d'affaires avec une telle précision commandante. Il a engagé un contact tranquille pour faire une recherche de base. Ce qui est revenu l'a secoué. La firme d'investissement de Vanessa avait au total 4 clients. Le bureau impressionnant à Victoria Island était un espace de coworking qu'elle louait à la journée quand elle devait impressionner les gens. Le Guagon avait 3 mois de reste sur un bail sur lequel elle était en retard. Son compte d'épargne, qu'il n'était pas supposé voir, mais son contact était complet, avait à peine assez dedans pour couvrir le loyer. Elle avait emprunté de l'argent à 3 personnes distinctes en les convainquant qu'elle était sur le point de conclure un accord valant des millions. Il n'y avait pas d'accord. Tind s'assit dans sa voiture dans un garage de stationnement pendant 40 minutes après avoir lu le rapport. Il avait détruit son mariage pour un mensonge vêtu de diamants.
Mais cette révélation, accablante qu'elle était, n'était rien comparée à ce qui se construisait tranquillement dans une autre partie de la ville. Parce que 2 semaines après que les papiers du divorce aient été signés, Mama Bézi vint au stand de barbecue à l'heure de fermeture, longtemps après que tous les clients soient partis. Elle posa son tambour de maïs, s'assit en face d'Amaka, et posa une vieille clé en fer sur la table entre elles. Amaka la fixa. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Cela ouvre une boîte, » dit Mama Bézi simplement. « Une boîte que j'ai gardée pendant 22 ans. » Amaka leva lentement les yeux. 22 ans. La vieille femme hocha la tête. Ton grand-père me l'a donnée quand il savait qu'il se mourait. Il a dit, donne ceci à ma petite fille quand elle en aura le plus besoin. Pas avant. Seulement quand elle s'est prouvée à elle-même qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, seulement déverrouillée. Mama Bézi fit une pause. Je t'ai observée pendant longtemps, ma fille. Je t'ai regardée construire. Je t'ai regardée aimer. Je t'ai regardée souffrir. Et je t'ai regardée aller à la tombe de ta mère et ne demander pas un sauvetage, seulement une compréhension. Elle poussa la clé en avant. Maintenant est le moment. Amaka prit la clé lentement. La boîte était dans une unité de stockage en dehors de la ville. Un simple conteneur en métal poussiéreux d'années cadenassé. Quand la clé tourna dans la serrure et que le couvercle s'ouvrit, Amaka se tint très immobile longtemps regardant ce qui était à l'intérieur. Des documents de terre, plusieurs parcelles à travers 3 États, complètement payés, légalement enregistrés à son nom en tant qu'héritière de son grand-père. Des dossiers bancaires, 3 comptes dont elle n'avait jamais connu l'existence, tous en trust détenant qui avaient transféré à elle à la maturité, ce qui s'était produit 2 ans auparavant. Une enveloppe de manille contenant des actions, une participation de 7% dans une société de services pétroliers de taille moyenne qui s'était tranquillement développée au cours de 2 décennies en quelque chose valant beaucoup plus que ses origines suggéraient. Et au fond une photographie. Son grand-père, face grave, aux épaules larges, comme elle se le souvenait, se tenant avec un groupe d'hommes en costume autour d'une table de conférence. L'un des hommes avait son nom écrit en écriture soignée sous la photographie. Le nom d'un PDG, le nom de la société pétrolière. Amaka se tourna vers Mama Bézi. Il était un investisseur, dit-elle. Un fondateur, corrigea doucement la vieille femme. Indiscret. Il croyait que la véritable richesse devrait être invisible jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Il a dit qu'un homme qui montre son argent montre sa faiblesse. Elle plia les mains dans son giron. Il a construit tranquillement. Il a investi tranquillement. Et il vous a caché des gens avides jusqu'au bon moment. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ? Demanda Amaka. Sa voix était régulière, mais ses mains tremblaient. Parce que tu n'étais pas prête, dit simplement Mama Bézi. Tu versais encore quelqu'un d'autre en toi. Si je t'avais donné ceci avant, tu l'aurais utilisé pour lui. Amaka regarda les documents longtemps. Puis quelque chose a changé dans son visage. Pas de la colère, pas du triomphe, quelque chose de plus tranquille et profond. La résolution. Elle a commencé à faire des appels. Les 3 prochaines semaines se sont déroulées avec l'efficacité particulière de quelqu'un qui avait été patient pendant très longtemps et avait maintenant décidé que la patience était terminée. Amaka rencontra des avocats, des banquiers, le conseil d'administration de la société de services pétroliers dont elle revendiquait maintenant formellement les actions. Dans la salle de conférence, assise en face d'hommes qui s'attendaient à quelqu'un d'autre entièrement, elle parla avec une clarté qui ne laissa aucune place au doute. Elle connaissait les documents. Elle connaissait les chiffres. Elle savait exactement ce que son grand-père avait construit, exactement ce que cela valait. Maintenant, le PDG de la société, un homme nommé M. Fichola, aux cheveux gris-argent et composés, la regarda de l'autre côté de la table de conférence puis regarda à nouveau. Il y avait quelque chose dans son visage qu'il reconnaissait, quelque chose qui l'avait ramené des décennies à un homme qu'il respectait énormément. « Vous avez ses yeux » dit doucement M. Fichola. « J'ai aussi sa patience » dit Amaka. « J'ai attendu assez longtemps. » Une invitation fut envoyée pour un gala, un dîner annuel que la société organisait pour ses investisseurs et ses partenaires. Cravate noire, salle de bal du Grand Hôtel. Le genre d'événement que Tinde avait toujours voulu assister, avait en fait essayé d'y arriver pendant 2 ans par les connexions de Vanessa, qui s'avérèrent être rien. Par sa propre réputation professionnelle croissante, il reçut une invitation corporative. Il arriva avec Vanessa, bien que les choses entre eux se soient considérablement refroidies depuis ses découvertes sur ses finances. Elle les avait expliquées. Les accords qui tombaient à travers, les revers temporaires, la nature du travail d'investissement à haut niveau. Il l'avait à moitié cru parce que l'alternative était d'admettre ce qu'il avait fait pour rien. Ils entrèrent dans la salle de bal ensemble. Des lustres en cristal attrapaient la lumière au-dessus d'eux. La musique jouait doucement. Les hommes en costumes coûteux se déplaçaient dans la pièce avec la confiance facile des gens qui appartiennent à des costumes coûteux. Tinde se sentait pour la première fois en semaine comme s'il était au bon endroit. Il saluait quelqu'un de l'autre côté de la salle quand les portes principales s'ouvraient. Le changement dans la salle s'est produit avant qu'il ne se tourne autour. Un type particulier d'attention s'installa sur la foule. Pas l'attention que les visages célèbres obtiennent, mais l'attention que le vrai pouvoir commande. Un silence, un tournage de tête, Tinde se tourna. Elle se tenait à l'entrée en Bourgogne profond, une robe ajustée,
au sol, simple et dévastateur. Ses cheveux étaient rentrés. Elle ne portait pas de diamants, pas de performance, pas d'affichage, juste elle-même, composée et sans se dépêcher avec du personnel de sécurité de chaque côté et monsieur Fichola marchant vers elle avec les deux mains ouvertes dans la salutation. Le verre de teinte s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. C'était Amaka. Amaka, la femme du stand de barbecue routier, debout à l'entrée de ce ballroom comme si elle avait toujours été supposée être ici, comme si cette salle l'attendait. Vanessa fit un bruit pointu à côté de lui, quelque chose entre un rire et une respiration saccadée. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » dit-elle sous son souffle. « Est-ce une sorte de… » Elle s'arrêta quand monsieur Fichola prit le microphone. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix portant chaleureusement dans la salle. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de cette entreprise. Vous savez qu'elle a été construite par des hommes remarquables avec une vision remarquable. Ce que la plupart d'entre vous ne saviez pas, ce qui a été l'un de nos faits les mieux gardés et les plus soigneusement protégés, c'est que l'un de nos investisseurs fondateurs originaux a choisi de placer ses actions en trust pour sa petite fille. Il fit une pause. Pendant 22 ans, ce trust a mûri tranquillement. Et ce soir, nous sommes honorés d'accueillir formellement notre actionnaire majoritaire dans cette salle. Une femme dont le grand-père croyait en cette entreprise avant que la plupart d'entre nous ne savions même qu'elle existait. Il se tourna vers l'entrée. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Madame Amaka Okafor. Les applaudissements ont commencé lentement puis se sont construits en quelque chose de plein et authentique. Le verre de teinte a glissé. Il a attrapé à peine, mais le contenu a versé sur sa main et a dégoulé sur le sol. Il se tenait complètement immobile, du liquide froid coulant sur ses doigts, regardant son ex-femme traverser le sol de la salle de bal avec une dignité tranquille qui le détruisit plus complètement que n'importe quel argument ne l'aurait jamais pu. Vanessa ne dit rien à côté de lui. Son visage s'était rigidifié parce qu'en ce moment, le calcul qu'elle avait fait, toute l'architecture de son plan s'effondra. Elle avait poursuivi Tinde parce qu'elle croyait qu'il représentait l'accès à de l'argent réel. Mais l'argent réel avait été debout à un stand de barbecue routier dans un tablier mouillé. La femme qu'elle avait publiquement humiliée, la femme qu'elle avait appelée pauvre devant une foule d'enregistrements était l'actionnaire majoritaire de la société dont le dîner était en train d'assister dans une robe empruntée. La vidéo a refait surface cette nuit-là. Quelqu'un au gala a posté un écran divisé. La voix de Vanessa du clip original disant « Les femmes pauvres ne devraient jamais se marier avec des hommes riches ». Mis en contraste avec Amaka marchant dans la salle de bal tandis que la salle applaudissait. Au matin, il avait des millions de vues. Les sections de commentaires se déchaînèrent avec le genre de joie que les gens ressentent quand la justice arrive regardant exactement comme elle devrait. Tinde ne dormit pas. Il s'assit dans sa voiture dans le parking de l'hôtel jusqu'à 2 heures du matin, fixant rien. Il gardait voyant le visage d'Amaka quand elle traversait cette salle de bal. Pas triomphant, pas performant de victoire, juste présent, juste elle-même. La femme qu'il avait laissée se tenir debout sous la pluie. Il pensait aux boucles d'oreilles. Il ne savait pas des boucles d'oreilles, pas spécifiquement, mais il savait qu'elle avait vendu des choses. Il savait qu'elle avait donné des choses. Il savait avec la clarté particulière que seul le regret produit exactement quel genre de femme il s'était marié, exactement ce qu'il avait fait avec ce don. Il l'a appelée le matin suivant. Elle ne répondit pas. Il est allé au stand de barbecue qui était tranquille aux heures du matin. Elle était la seule réapprovisionnant en charbon. Elle leva les yeux quand elle l'entendit. Rien ne bougea dans son visage. Amaka, dit Tinde. Il s'est tenu là un moment. Il portait le même costume de la nuit précédente. Il ressemblait à un homme qui avait passé la nuit à perdre un long argument avec lui-même. Je suis venu pour… Il s'arrêta, recommença. Il n'y a rien que je puisse dire. Alors ne le dis pas, dit-elle simplement et se tourna vers son travail. S'il te plaît. Le mot sortit de lui bruyamment comme cela lui coûta quelque chose de le produire. S'il te plaît, juste me regarder. Elle le regarda. Ce qu'il vit dans ses yeux n'était pas de la haine. La haine aurait été plus facile. Ce qu'il vit était quelque chose de plus final. La clarté particulière d'une femme qui a fini de pleurer, qui a dépassé la douleur, non pas parce que cela a arrêté de faire mal, mais parce qu'elle a décidé que le reste de sa vie était plus important que la blessure. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie, dit-il. Sa voix était instable. Je me suis tenu à cette table et j'ai laissé tomber ces papiers sur tout ce que tu as construit et je ne sais pas qui j'étais. Je ne sais pas comment je suis devenu quelqu'un qui pouvait te faire cela. Je sais comment, dit-elle tranquillement. Tu as commencé à croire que le succès était le tien seul. Tu as oublié les mains qui étaient sous les tiennes pendant que tu grimpais. Je sais maintenant. Le savoir maintenant ne l'annule pas. Il fut tranquille. J'ai vendu les boucles d'oreilles de ma mère pour toi, dit-elle. Elle a dit simplement sans drame. De la façon dont vous énoncez un fait qui a simplement besoin d'être énoncé. Celle qu'elle portait à son mariage. J'ai les tenues longtemps avant de les vendre parce que j'ai cru en toi. Parce que j'ai pensé que ce que nous construisions ensemble valait plus que tout ce que je renonçais. Tinde ferma les yeux. Et quand tu es venu à mon stand avec ta nouvelle femme et tu as laissé tomber ces papiers sur ma table, sa voix était régulière, contrôlée. Ce n'était pas l'humiliation qui me brisait. C'était le gaspillage. Le gaspillage d'années, le gaspillage d'amour, le gaspillage d'une vie que j'aurais pu vivre différemment.
Il pleurait maintenant tranquillement. De la façon dont les hommes pleurent quand ils réalisent qu'ils ont cassé quelque chose d'irremplaçable. « Pardonne-moi, dit-il. Elle le regarda longtemps. « Quand tu n'avais rien, dit-elle, je t'ai aimé complètement. Quand tu pensais que je n'avais rien, tu m'as jeté complètement. Ces deux choses racontent toute l'histoire de ce que tu es, Tinde. Et j'ai passé assez de ma vie dans ton histoire. » Elle se tourna vers son travail. Il se tint là un moment de plus. Puis il s'en alla. La situation de Vanessa se résolut de la façon dont les fraudes le font toujours, bruyamment et publiquement. 3 des personnes à qui elle avait emprunté de l'argent se sont manifestées dans les semaines suivant le gala. Le bureau de coworking a été vidé. Le Gwagon a été saisi sur une route principale avec des témoins et des caméras. Elle quitta la ville peu de temps après. Personne ne savait où elle était allée. Personne ne s'en souciait particulièrement. Tinde perdit 2 clients importants qui avaient vu la vidéo. Il a gardé son entreprise mais plus petite, plus silencieuse. Il a déménagé dans un appartement modeste et a recommencé de la façon dont les hommes recommencent quand l'orgueil a finalement fini de leur coûter tout ce qui le pouvait. Amaka acheta le terrain sur la rue Adola. Pas juste le coin, la bande entière. Elle l'a fait examiner, dégager, et développer en quelque chose qui reflétait ce qu'elle avait toujours cru. Ce coin pouvait devenir un restaurant approprié au rez-de-chaussée avec une cuisine qui utilisait les mêmes recettes qu'elle avait perfectionnées au cours de 10 ans de cuisine routière. Maintenant présentée magnifiquement, servie à des personnes qui conduisaient de l'autre côté de la ville. Au-dessus, elle a construit un refuge, une résidence transitoire pour les femmes qui reconstruisaient leur vie après une perte. Équipée de conseils, de formation en compétences et de soutien aux petites entreprises, elle a nommé d'après sa mère. Elle a établi une bourse à titre du nom de son grand-père, financement universitaire complet pour les jeunes femmes des maisons à faible revenu étudiant l'économie, les affaires ou le droit. À la cérémonie d'ouverture, se tenant devant le bâtiment qui avait remplacé son stand de barbecue, elle parla brièvement à la petite foule rassemblée. « Ce coin m'a autrefois enseigné l'humiliation, dit-elle. Mais il m'a aussi enseigné l'endurance. Il m'a enseigné que la dignité n'est pas quelque chose que d'autres gens peuvent vous enlever. C'est quelque chose que vous portez à l'intérieur et ils ne peuvent révéler que si vous l'avez ou non. » Elle regarda le bâtiment. Le même feu qui cuisait ma nourriture m'a aussi affiné. Je ne regrette pas une seule année à me tenir à côté de lui. Le dernier soir avant l'ouverture officielle du restaurant, elle vint seule au coin. Le vieux grill enfumé était parti. Les chaises en plastique étaient parties. Le panneau manuscrit délavé était parti. À leur place se trouvait quelque chose de réel, quelque chose de durable, quelque chose qui se tiendrait longtemps après qu'elle ait fini de se tenir debout. Elle regarda le bâtiment pendant un moment. Puis elle regarda le même ciel qui avait plu sur ses papiers de divorce, le même ciel qu'il avait regardé pleurer à la tombe de sa mère. Le même ciel qui avait été au-dessus d'elle tous les matins où elle allumait les charbons seule. Elle respira lentement. Puis elle marcha vers sa voiture et conduisit à la maison. Et c'est l'histoire d'Amaka Okafor. Une femme qui portait la grandeur si tranquillement que les gens les plus proches d'elle ont confondu son silence avec la petitesse. Elle n'était pas petite. Elle était patiente. Et la patience, comme son grand-père l'a compris, et comme elle a prouvé, est simplement le pouvoir qui attend le bon moment. La leçon de l'histoire d'Amaka n'est pas que la souffrance mène à la récompense. La leçon est que qui vous êtes dans les années difficiles et qui vous serez dans les triomphantes. Amaka n'est pas devenue digne au gala. Elle était déjà digne au stand de barbecue. Elle n'est pas devenue puissante quand la société a annoncé son nom. Elle était déjà puissante quand elle s'est tenue sous la pluie et ne mendiait pas. L'argent lui a simplement donné la permission au monde de voir ce qui était déjà vrai. Et la leçon pour les teints de ce monde, pour quiconque a grimpé sur le sacrifice de quelqu'un d'autre et a ensuite regardé vers le bas avec honte, est ceci. Soyez très prudents ce que vous appelez ordinaire. Soyez très prudents qui vous décidez n'a pas de valeur parce que les gens debout le plus près du feu sont parfois ceux qui éclairent le monde. Tinde a oublié d'où il venait. Il a oublié les moteurs réparés et les assiettes partagées et l'argent du transport remis sous la pluie. Il a oublié la femme qui s'est brûlé la main et a continué à sourire. Il a oublié que vous ne pouvez pas séparer ce que vous avez construit de qui vous a aidé à le construire. Vous pouvez seulement essayer et en essayant révéler exactement ce que vous êtes. Ne moquez jamais les humbles débuts. Ne mesurez jamais une personne par leur saison actuelle et jamais ne confondez le silence avec la reddition. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Cela signifie tout que vous ayez resté avec l'histoire d'Amaka à travers chaque virage. Si cela vous a touché, si une partie en a touché quelque chose de réel dans votre vie, veuillez laisser un commentaire et nous dire ce qui vous a marqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.